La chambre d'hôpital était plongée dans une lumière trop blanche, presque cruelle, comme si chaque mur avait été conçu pour rappeler la fragilité du corps humain. Maud restait allongée, immobile, le bras maintenu dans une attelle qui lui donnait l'impression étrange de ne plus vraiment lui appartenir. La douleur était là, sourde, persistante, mais ce n'était pas elle qui occupait le plus son esprit. Ce qui revenait, encore et encore, c'était l'image de cette chute, le vide brutal, puis la sensation d'avoir été arrachée à quelque chose de définitif. Elle savait désormais à quel point tout avait tenu à peu de choses. Lorsque Victoire entra, son sourire professionnel n'effaça pas totalement la gravité de la situation. Elle expliqua calmement les radios, les résultats, la fracture au col de l'humérus, la luxation réduite à temps. Les mots médicaux flottaient dans l'air sans réellement s'imprimer, jusqu'à ce que Maud entende la phrase décisive, « Pas d'opération ». 3 semaines d'attelle, de la kiné, une guérison possible, lente, mais réelle. À cet instant précis, la jeune fille sentit une vague de soulagement l'envahir, presque coupable face à la peur qu'elle avait ressentie quelques heures plus tôt. C'est en tournant la tête vers sa mère que la vérité s'imposa à elle avec une force inattendue. Chloé était là, fatiguée, le visage marqué par l'angoisse, mais droite, solide. Maud sentit sa gorge se serrer. Les images revinrent avec une netteté douloureuse, la main de Chloé, ferme, déterminée, qui l'avait retenue au moment critique. Sans ce geste, sans cette seconde de lucidité, tout aurait pu basculer. La phrase lui échappa presque malgré elle, chargée d'une reconnaissance qu'elle n'avait jamais formulée ainsi. Quand elle y repensait, sa mère lui avait vraiment sauvé la vie. Chloé baissa légèrement les yeux, incapable de répondre, consciente que certaines évidences n'avaient pas besoin de mots. Pendant ce temps, à quelques étages de là, Alex et Chloé avaient déjà dû replonger dans une autre réalité. La déposition, les questions, les formulaires. Martin était méthodique, précis, presque distant, comme s'il savait que seule la rigueur pouvait empêcher l'émotion de prendre le dessus. Le faux Basile n'avait toujours pas été interpellé. L'enquête restait entre les mains des collègues d'Alès, et cette absence de contrôle pesait lourdement. Chloé signait les documents d'une main légèrement tremblante, consciente que l'homme qui avait semé la terreur n'était toujours pas hors d'état de nuire. Cette inquiétude diffuse, Karim la portait depuis des heures. Dans son bureau, entouré de dossiers, il avait cette sensation désagréable d'un danger qui avançait sans bruit. Basile n'avait pas renoncé. Pire encore, tout indiquait qu'il n'en avait jamais eu l'intention. Martin lui confia ses craintes sans détour. Tant que cet homme restait libre, les filles étaient en danger. Pas seulement une menace abstraite, mais une volonté claire, presque obsessionnelle. Karim hocha la tête, conscient que chaque minute gagnée par Basile était une minute de trop. À des kilomètres de ses réflexions sombres, Mona tentait tant bien que mal de tenir debout. Elle en avait assez, assez des remarques, assez de ce regard condescendant, assez de Charles. Lorsqu'elle se confia à Audrey, les mots sortirent sans filtre, chargés de colère et d'humiliation. Elle le traita de tous les noms, dénonça son arrogance, sa manière de se croire au-dessus de tout le monde. Audrey, plus mesurée, tenta de relativiser, soulignant qu'il avait encore beaucoup à apprendre, qu'il n'était peut-être pas foncièrement mauvais. Mais Mona n'entendait plus rien. Elle sentait qu'on cherchait à la pousser dehors, lentement mais sûrement. Au hall, Alain continuait de s'occuper l'esprit en travaillant. C'était devenu sa façon à lui de tenir, de ne pas penser à ce qui le rongeait intérieurement. Lorsque Marianne vint le voir, il lui parla du parloir, de Pedro, de cette culpabilité qui ne le quittait pas. Il avait beau se répéter qu'il n'avait pas eu le choix, la sensation d'avoir franchi une ligne irréversible persistait. Marianne l'écouta sans le juger, avec cette bienveillance calme qui la caractérisait. Elle lui rappela qu'on ne pouvait pas changer le passé, seulement apprendre à vivre avec. Elle évoqua l'avocate, la stratégie, la contrainte. Alain acquiesça, sans être totalement convaincu, mais reconnaissant de ne pas être seul face à ses doutes. Un peu plus tard, Adam passa le voir. Le sourire qu'il affichait dissimulait mal une certaine déception lorsqu'Alain déclina l'invitation à dîner, prétextant la fatigue. Et pourtant, lorsque Marianne l'appela presque aussitôt pour lui proposer un verre, il accepta sans hésiter. Adam plaisanta, un peu piqué, un peu amusé, lui reprochant de le faire passer après les femmes. Alain rit, mais au fond de lui, il savourait ce moment de légèreté rare. Dans un autre bureau, Raphaël réfléchissait déjà au levier possible. Elle parla à Martin de son père, du procureur d'Alès, de cette relation ancienne qui pourrait peut-être accélérer les choses. Elle savait que chaque détail comptait, que la moindre avancée pouvait faire la différence. Martin la remercia, conscient que cette piste méritait d'être explorée. Au Spoon, l'atmosphère se dégrada encore lorsqu'Audrey fut convoquée par Charles en présence de Barr. Sous couvert d'un simple ajustement d'horaire, le ton se durcit rapidement.
Barr tenta de calmer le jeu, estimant qu'il n'y avait pas de problème réel. Charles, inflexible, rappela que le travail primait sur toute forme de camaraderie. Tout devait être remis à plat. Et cela incluait la carte. Mona fut directement visée. Les plats qu'elle préparait depuis des années furent critiqués sans ménagement. Trop longs à préparer, pas assez rentables, inutiles selon Charles. Même les gambas furent jugées superflues, quelque chose que n'importe qui pouvait faire chez soi. Mona sentit la colère monter, irrépressible. Elle l'insulta, le traita de parasite, de donneur de leçons. Charles, loin de reculer, enfonça le clou avec une froideur glaçante. Il lui rappela qu'elle n'était pas irremplaçable, qu'à son âge, sans diplôme, elle n'aurait aucune chance de retrouver un emploi. Le silence qui suivit fut lourd, presque violent. À distance de ce champ de bataille, Sébastien tentait d'être présent pour Marianne. Il avait prévu une sortie, un ballet à Montpellier, mais comprit rapidement que ce soir-là avait une autre signification. L'anniversaire de Renaud. Il proposa naturellement de se joindre au dîner avec Alain, préférant renoncer aux places plutôt que de laisser Marianne seule face à ses souvenirs. Elle accepta, touchée par cette attention discrète. Lorsque Victor fit irruption au Spoon, le rapport de force changea encore. Il parla de discussions nécessaires, de transformation, de modernité. Il fit comprendre à Barr qu'il devait accepter le changement, que son avis n'était plus central. Mona et Audrey furent jugées insuffisantes par Charles, et Victor valida cette vision sans détour. La décision tomba. Charles piloterait la transformation du Spoon, Barr conserverait la gestion quotidienne. Un compromis imposé, plus qu'accepté. Pendant ce temps, Martin obtenait enfin le feu vert pour collaborer avec les gendarmes sur l'affaire Basile et le mystérieux cousin Abdel. Il transmit l'information à Karim, sans masquer son inquiétude. Basile restait dangereux, imprévisible, et surtout déterminé. Karim le savait, et quelque chose, au fond de lui disait que le danger était plus proche qu'il ne l'imaginait. Erika, elle, tentait de relativiser les messages qu'elle recevait. Elle en parla à Marceau, évoquant un admirateur secret, presque avec amusement. Lui prit ça à la légère, sans imaginer une seconde que ces SMS pouvaient être liés à une menace bien réelle. Erika souriait, mais un léger malaise persistait, difficile à expliquer. C'est au détour d'une rue que Sylvain croisa Basile. Une rencontre banale, presque insignifiante. Ils parlèrent de moto, échangèrent quelques mots sans conséquence apparente. Sylvain, serviable comme toujours, indiqua même l'adresse du lycée Georges Brassens lorsque l'homme le lui demanda. Il lui souhaita une bonne soirée, ignorant totalement qu'il venait, sans le savoir, de rapprocher le danger de sa cible. La soirée se poursuivit dans une atmosphère plus apaisée chez Marianne. Autour de la table, Alain, Sébastien et elle partageaient un moment de convivialité rare. Lorsque Marianne s'absenta pour répondre au téléphone, Alain confia à Sébastien combien il la trouvait heureuse, épanouie. Sébastien admit que ce jour était particulier, que l'anniversaire de Renaud expliquait sa présence. Il ne voulait pas qu'elle traverse cela seule. Marianne, en rentrant, comprit tout. Elle le remercia, émue, consciente du chemin parcouru. Elle n'oublierait jamais Renaud, mais elle avait appris à vivre sans lui. Au même moment, Damien apportait une information capitale à Karim. Derrière le chalet principal, des traces avaient été retrouvées. Des marques de traînée, laissant penser qu'un corps avait été déplacé. Le périmètre de recherche fut élargi immédiatement. L'enquête prenait une tournure plus sombre encore. Et puis, enfin, la révélation tomba. Karim avait identifié le propriétaire du gîte. Un détail administratif, en apparence anodin, qui prit soudain une dimension vertigineuse. L'homme était le frère d'Erika Vidal, la compagne de Barr. Karim annonça la nouvelle à Damien et Sarah. À cet instant précis, toutes les pièces commencèrent à s'assembler. Le gîte, Basile, Erika, le lycée. Ce n'était plus une menace diffuse. C'était un lien direct, une alerte maximale. La nuit s'installait sur 7, mais personne ne trouvait le sommeil. Quelque chose venait de basculer, et tous, sans encore le savoir pleinement, se tenaient désormais à l'orée d'un danger imminent. La révélation concernant le propriétaire du gîte ne quittait plus l'esprit de Karim. Elle tournait en boucle, comme une alarme silencieuse qu'il ne pouvait pas désactiver. Le frère d'Erika. Cette donnée, en apparence administrative, venait de reconfigurer toute la cartographie mentale de l'enquête. Jusqu'ici, Basile était une silhouette fuyante, un danger mouvant mais encore abstrait. Désormais, il existait un point d'ancrage clair, une connexion directe entre le lieu du drame, la cavale et la vie quotidienne de plusieurs innocents. Karim resta un long moment debout devant le tableau de l'enquête, à observer les photos, les noms, les flèches tracées à la hâte. Le visage d'Erika, jusque-là périphérique, prenait une place centrale.
Il ne la soupçonnait pas encore, mais il ne pouvait ignorer que sa proximité avec Barr, avec le Spoon, avec la ville elle-même, faisait d'elle une pièce fragile dans un jeu devenu mortel. Sarah, silencieuse, comprit immédiatement ce que cela impliquait. Si Basil avait un lien familial avec le gîte, alors rien n'excluait qu'il dispose d'appui, de refuge, ou simplement d'une connaissance fine du terrain. À quelques rues de là, Erika continuait pourtant sa journée comme si de rien n'était. Les messages reçus sur son téléphone la troublaient plus qu'elle ne voulait l'admettre. Derrière l'humour qu'elle affichait face à Marceau, une inquiétude diffuse persistait. Elle n'aimait pas cette sensation d'être observée, devinée, presque suivie. Chaque vibration du téléphone faisait naître un léger sursaut, vite réprimé. Elle se persuadait qu'il ne s'agissait que d'un admirateur un peu insistant, rien de plus. Après tout, Sète était une petite ville, les rumeurs y naissaient facilement. Au lycée Georges Brassens, l'ambiance semblait normale en surface, mais une tension invisible parcourait les couloirs. Les élèves reprenaient leurs habitudes, riaient, se bousculaient, inconscients du fait qu'un danger bien réel se rapprochait lentement. Les professeurs, eux, tentaient de maintenir un semblant de routine, mais certains regards se faisaient plus attentifs, plus inquiets. La chute de Maud avait laissé une trace. On parlait à voix basse, on évoquait l'accident avec prudence, comme si le simple fait de prononcer les mots pouvait attirer le malheur. Raphaël, elle, oscillait entre soulagement et colère. Voir sa fille hors de danger était une victoire, mais une victoire amère. Elle savait que Maud allait devoir affronter des semaines de douleur, de rééducation, de lenteur imposée. Et surtout, elle ne parvenait pas à chasser l'idée que tout cela aurait pu être évité. Cette pensée la rendait nerveuse, presque agressive, déterminée à obtenir des réponses, des responsabilités, des garanties. De retour chez elle, Chloé tenta de reprendre pied. L'adrénaline des dernières heures retombait, laissant place à une fatigue écrasante. Elle repensa à la phrase de Maud, à cette reconnaissance spontanée qui l'avait bouleversée plus qu'elle ne voulait l'avouer. Être mère, dans ces moments-là, signifiait porter un poids immense, celui de savoir que le pire avait été frôlé. Elle se surprit à trembler légèrement en se servant un verre d'eau, réalisant qu'elle avait retenu son souffle depuis bien trop longtemps. Alex la regardait en silence. Lui aussi était marqué, mais il avait appris à dissimuler ses peurs derrière une façade plus solide. Il savait que le faux Basil courait toujours, que cette histoire était loin d'être terminée. Et il détestait cette impression d'impuissance, ce sentiment que quelque chose de plus grand que lui avançait sans qu'il puisse l'arrêter. Au Spoon, la situation se détériorait d'heure en heure. Mona ne décolérait pas. Les paroles de Charles résonnaient encore dans sa tête, cruelles, humiliantes. Elle avait connu des périodes difficiles, mais jamais on ne l'avait menacée de cette façon, jamais on ne lui avait rappelé son âge et son absence de diplôme comme des fautes impardonnables. Audrey tenta de la calmer, de l'encourager à prendre du recul, mais la blessure était profonde. Mona se sentait trahie, mise au rebut, comme si des années de travail et de loyauté ne comptaient plus. Barr, pris entre deux feux, cherchait une issue. Il voyait bien que Victor prenait de plus en plus de place, que Charles avançait ses pions avec assurance. Accepter le compromis lui avait coûté, mais il avait préféré préserver ses équipes plutôt que de risquer une rupture brutale. Pourtant, au fond de lui, un doute s'installait, avait-il fait le bon choix? Et surtout, à quel prix? Victor, de son côté, savourait cette position dominante. Il parlait de modernisation, d'efficacité, de rentabilité, comme s'il s'agissait de concepts abstraits, détachés des personnes concernées. Pour lui, le Spoon était un outil, un levier, pas un lieu chargé d'histoire et de relations humaines. Il observait Barr avec un mélange de condescendance et de calcul, convaincu qu'il finirait par s'adapter. À l'autre bout de la ville, la soirée chez Marianne s'achevait doucement. Alain se sentait apaisé, presque surpris de cette légèreté retrouvée. La présence de Sébastien, loin d'être pesante, avait apporté un équilibre inattendu. Marianne, elle, ressentait une gratitude profonde. Ce jour symbolique aurait pu être un gouffre émotionnel. Il s'était transformé en moment de partage, de douceur, sans effacer le passé, mais sans s'y noyer. Lorsqu'elle se retrouva seule un instant, Marianne laissa ses pensées vagabonder. Elle repensa à Renaud, à ce qu'ils avaient vécu, à ce qu'ils avaient perdu. La douleur était toujours là, mais elle n'était plus paralysante. Elle avait appris à cohabiter avec l'absence, à lui laisser une place sans qu'elle envahisse tout. Pendant ce temps, Karim reprenait contact avec ses collègues. Les traces retrouvées près du chalet hantaient son esprit. Un corps déplacé signifiait préméditation, violence, froideur. Ce n'était pas un acte impulsif. Basile, ou ceux qui l'aidaient, savaient ce qu'ils faisaient. Et plus Karim avançait dans ses réflexions, plus une certitude s'imposait, le temps jouait contre eux.
Il pensa à Sylvain, à cette rencontre anodine rapportée trop tard. Un simple échange, une indication donnée par gentillesse. Karim sentit une colère sourde monter en lui, non contre Sylvain, mais contre cette mécanique implacable qui transformait les gestes les plus innocents en maillons d'une chaîne dangereuse. Le lycée était désormais clairement dans la ligne de mire, et cette idée le glaçait. Dans la pénombre de la nuit, Basile avançait, invisible, déterminé. Il avait désormais une destination, un cap. Les informations obtenues suffisaient à nourrir sa certitude. Il se sentait proche du but, presque euphorique à l'idée de ce qu'il préparait. Pour lui, chaque pas était une revanche, chaque décision une justification. À cet instant précis, plusieurs destins continuaient de se croiser sans le savoir. Chacun avançait avec ses doutes, ses peurs, ses colères. Mais une chose était sûre, la menace n'était plus abstraite. Elle avait un visage, des liens, une trajectoire. Et elle se dirigeait droit vers eux. Le lendemain s'installa sans éclat particulier, presque banal, et c'est précisément cette normalité apparente qui rendait la situation si inquiétante. À la surface, la ville continuait de fonctionner, les commerces ouvraient, les élèves entraient au lycée, les cafés servaient leurs premiers clients. Pourtant, pour Karim, chaque détail prenait désormais une signification nouvelle. Le moindre mouvement, le moindre retard, la moindre incohérence devenait suspect. Il avait cette sensation désagréable d'être constamment en retard sur un danger qui, lui, avançait sans hésiter. Au commissariat, l'atmosphère était tendue mais maîtrisée. Damien exposait les dernières données techniques, Sarah recoupait les informations avec les gendarmes, et chacun parlait à voix basse, comme si hausser le ton pouvait attirer l'attention sur ce qu'il redoutait. Le gîte revenait sans cesse dans les discussions, non plus comme un simple lieu isolé, mais comme un nœud stratégique. Le fait que le propriétaire soit le frère d'Erika ne cessait de peser sur les échanges. Karim insistait sur un point, aucune précipitation, aucune accusation hâtive. Mais intérieurement, il savait que ce lien familial changeait radicalement la donne. Erika, justement, commençait à ressentir un malaise plus profond. Les messages continuaient d'arriver, toujours aussi ambigus, toujours aussi impossibles à interpréter clairement. Elle tenta de les ignorer, mais une part d'elle sentait que quelque chose clochait. Ce n'était pas tant le contenu que la régularité, la précision presque troublante de certaines phrases. Elle n'en parla pas immédiatement à Bar, hésitant entre le désir de ne pas l'inquiéter et la peur d'exagérer une situation qu'elle ne maîtrisait pas. Bar, de son côté, avait l'esprit ailleurs. La transformation du Spoon occupait une grande partie de ses pensées, mais ce n'était pas la seule chose qui le perturbait. Il observait Mona et Audrey, leur fatigue, leur nervosité, et se demandait jusqu'où Charles irait. Le compromis accepté la veille commençait déjà à lui sembler déséquilibré. Victor prenait de plus en plus de place, et Bar sentait que son rôle se réduisait peu à peu à celui d'un gestionnaire sans réelle autorité stratégique. Cette impression le rongeait, même s'il tentait de rester calme en apparence. Mona, elle, ne cachait plus sa colère. Chaque geste en cuisine était empreint d'une tension presque palpable. Elle continuait de travailler avec sérieux, mais son regard avait changé. Elle se sentait surveillée, évaluée, jugée à chaque instant. Les paroles de Charles l'avaient atteinte bien plus qu'elle ne voulait l'admettre. Être ainsi ramenée à son âge, à son absence de diplôme, avait réveillé des blessures anciennes, enfouies sous des années de travail et de fierté professionnelle. Au lycée Georges Brassens, l'absence de Maud était remarquée. Certains élèves se demandaient comment elle allait, d'autres évitaient le sujet par superstition ou malaise. Raphaël, de son côté, multipliait les démarches. Elle voulait des réponses claires, des garanties, des explications sur les circonstances exactes de l'accident. Même si elle savait que rien ne pouvait effacer ce qui s'était passé, elle refusait de se contenter du hasard comme explication. Maud, alitée chez elle, commençait à prendre conscience de ce que cette immobilité forcée impliquait. Le temps s'étirait, lent, presque oppressant. Chaque mouvement était calculé, chaque geste rappelait la fragilité de son corps. Pourtant, au-delà de la douleur physique, une autre inquiétude s'installait. Elle repensait à la chute, à ce sentiment de perte de contrôle, et une peur sourde refaisait surface, difficile à formuler. Elle n'osait pas encore en parler, ni à sa mère, ni à sa sœur, préférant se convaincre que tout irait mieux avec le temps. Chloé, attentive, remarquait ses silences. Elle se forçait à ne pas trop en faire, consciente que protéger signifiait aussi laisser respirer. Mais la culpabilité la guettait. Elle se demandait si elle avait manqué un signe, un détail, quelque chose qui aurait pu éviter ce drame. Cette introspection la fatiguait autant que les nuits écourtées. Pendant ce temps, Karim recevait un appel qui confirmait ses craintes. Les recoupements avec Alès avançaient lentement,
trop lentement à son goût. Basile restait insaisissable, mais certains indices indiquaient qu'il n'avait pas quitté la région. Cette information renforçait l'urgence de la situation. Le danger n'était pas passé, il était simplement en train de se repositionner. Il pensa à Sylvain, à cette rencontre anodine, à cette conversation banale qui avait désormais pris une dimension tragique. Karim se promettait de le voir, non pour l'accuser, mais pour le prévenir. Il savait que Sylvain, comme tant d'autres, ignorait tout ce qui se jouait réellement. Cette ignorance, si humaine, devenait presque un luxe dangereux. Sylvain, de son côté, poursuivait sa journée sans se douter de l'ampleur des conséquences de son geste. Il racontait même à Christelle sa rencontre avec ce motard sympathique, sans y prêter attention. Christelle l'écoutait distraitement, préoccupée par d'autres soucis, notamment l'équilibre financier fragile de la famille. Rien, à cet instant, ne laissait présager que ce souvenir anodin prendrait bientôt une autre couleur. La nuit suivante s'installa avec une lourdeur particulière. À l'abri des regards, Basile se rapprochait encore. Il avait cette certitude froide que tout se mettait enfin en place. Chaque information obtenue renforçait son sentiment de contrôle. Il ne voyait plus les personnes autour de lui comme des individus, mais comme des obstacles ou des moyens. Son obsession l'isolait, mais elle lui donnait aussi une clarté terrifiante. À 7, chacun poursuivait sa route, porté par ses propres préoccupations, ignorant à quel point leur trajectoire était désormais liée. Les décisions prises, les silences gardés, les compromis acceptés commençaient à produire leurs effets. Et tandis que la ville s'endormait, une évidence s'imposait lentement. Ce qui se préparait dépasserait largement le cadre d'un simple fait divers. La matinée s'ouvrit sur un calme trompeur. À première vue, rien ne distinguait ce jour des autres, mais pour Karim, chaque minute semblait chargée d'une urgence invisible. Il avait passé une partie de la nuit à relire les rapports, à vérifier les horaires, à recouper les témoignages. Plus il avançait, plus une conviction s'imposait. Basile ne se contentait pas d'errer. Il observait, il attendait, et surtout, il choisissait soigneusement son moment. Au commissariat, l'ambiance était lourde. Damien fit état de nouvelles analyses concernant les traces retrouvées derrière le chalet. Rien de formel, rien qui permette une arrestation immédiate, mais suffisamment d'indices pour confirmer une chose, quelqu'un avait voulu effacer des preuves. Ce détail glaça Karim. Ce n'était pas le geste d'un homme paniqué, mais celui de quelqu'un de méthodique, prêt à aller loin pour atteindre son objectif. Sarah, concentrée, souligna que le lien familial entre Erika et le propriétaire du gîte pouvait expliquer certaines zones d'ombre. Sans accuser directement, elle évoqua la possibilité de complicité passive, de silence protecteur. Karim resta prudent. Il refusait de transformer une hypothèse en certitude. Pourtant, il ne pouvait ignorer que ce lien rendait Erika vulnérable, exposée malgré elle à un danger qu'elle ne soupçonnait peut-être pas. Justement, Erika commençait à sentir que quelque chose lui échappait. Les messages qu'elle recevait prenaient une tournure plus insistante. Rien de clairement menaçant, mais une familiarité troublante, presque dérangeante. Elle tenta d'en rire encore une fois, mais son sourire se fit plus crispé. Elle se surprit à regarder autour d'elle lorsqu'elle sortait, à vérifier les rétroviseurs en voiture. Cette vigilance nouvelle la mettait mal à l'aise, comme si elle trahissait une peur qu'elle refusait d'assumer. Barr remarqua ce changement. Il connaissait Erika suffisamment pour percevoir cette tension subtile dans ses gestes, dans ses silences. Lorsqu'il l'interrogea, elle minimisa, évoquant simplement un admirateur un peu lourd. Barr tenta de la rassurer, mais au fond de lui, une inquiétude naissait. Il avait déjà trop vécu de drames pour ignorer ces signaux faibles. Au Spoon, la situation devenait presque irrespirable. Charles imposait son rythme, ses décisions, sans chercher à masquer son mépris pour l'équipe en place. Mona encaissait, mais chaque remarque était une entaille supplémentaire. Audrey, prise entre sa loyauté envers Mona et son désir de préserver son emploi, se sentait piégée. Elle évitait les confrontations directes, mais son malaise était évident. Victor passait régulièrement, observant, commentant, validant les choix de Charles. Pour lui, tout cela relevait d'une simple restructuration. Il parlait chiffres, efficacité, image. Barr, réduit à un rôle d'arbitre impuissant, tentait de limiter les dégâts. Il se répétait que c'était temporaire, que les choses finiraient par s'équilibrer. Mais plus les heures passaient, plus cette illusion s'effritait. Chez Raphaël, l'atmosphère était lourde. Maud, immobilisée, oscillait entre fatigue et nervosité. La douleur physique s'atténuait par moments, mais l'impact psychologique de l'accident se faisait sentir. Elle évitait certains sujets, changeait rapidement de conversation lorsqu'on évoquait le lycée ou la chute. Raphaël observait ces silences avec inquiétude,
consciente que sa fille n'était pas seulement en train de guérir d'une fracture. Chloé, venue prendre des nouvelles, tenta de parler doucement à Maud. Elle ne força rien, se contentant d'être présente. Elle savait que certaines peurs ne se dissipent pas avec des paroles rassurantes. Il faut du temps, de la patience, et parfois accepter de ne pas comprendre immédiatement. Pendant ce temps, Karim prit une décision. Il devait prévenir Erika, non pas l'alarmer inutilement, mais lui donner suffisamment d'informations pour qu'elle comprenne la gravité potentielle de la situation. Il savait que ce genre de conversation était délicat. Trop en dire pouvait provoquer la panique, pas assez pouvait la laisser sans défense. Lorsqu'il la contacta, Erika sentit immédiatement que ce n'était pas un simple appel de courtoisie. Karim choisit ses mots avec soin, évoquant le gîte, le lien familial, la prudence nécessaire. Il ne prononça pas le nom de Basile tout de suite, mais l'ombre de cette menace planait déjà. Erika pâlit légèrement. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler dans son esprit, et ce qu'elle entrevoyait lui donna le vertige. Après avoir raccroché, elle resta un long moment immobile. Ce qui n'était qu'un malaise diffus prenait désormais une forme plus concrète. Elle repensa aux messages, à leur ton ambigu, à leur régularité. Une peur sourde monta en elle, accompagnée d'une colère froide. Comment avait-elle pu ne rien voir? Comment cette situation avait-elle pu s'installer si près d'elle, sans qu'elle s'en rende compte? La nuit tomba sur Seth avec une lourdeur inhabituelle. Dans l'obscurité, Basile poursuivait sa progression. Il sentait que le cercle se resserrait, mais loin de l'effrayer, cette pression le stimulait. Il avait l'impression d'être enfin compris, enfin visible, même si c'était à travers la peur qu'il inspirait. Pour lui, il n'y avait plus de retour possible. À cet instant précis, plusieurs décisions silencieuses se prenaient. Karim renforçait mentalement sa vigilance. Erika, désormais consciente du danger, cherchait à comprendre à qui elle pouvait faire confiance. Bar sentait que sa vie personnelle et professionnelle se fragilisaient simultanément. Et Maud, allongée dans son lit, luttait contre une peur qu'elle n'osait pas encore nommer. La partie qui se jouait dépassait désormais chacun d'eux. Les liens, les choix, les silences formaient une toile serrée, prête à se refermer brutalement. Le jour se leva sur une ville qui ignorait encore qu'elle retenait son souffle. À 7, la lumière du matin avait quelque chose de trompeur, presque apaisant, comme si elle cherchait à masquer la tension qui gagnait peu à peu tous les esprits concernés. Pour Karim, le sommeil avait été léger, haché par des pensées récurrentes. L'appel passé à Erika continuait de résonner dans sa tête. Il savait qu'il avait franchi une ligne délicate, mais il ne regrettait pas sa décision. L'information, même partielle, valait mieux que l'ignorance. Au commissariat, les échanges se faisaient plus rapides, plus directs. Les gendarmes avaient transmis de nouveaux éléments concernant les déplacements récents autour du gîte. Rien de suffisamment probant pour déclencher une opération d'envergure, mais assez pour confirmer que le lieu restait actif. Karim sentit une impatience sourde monter en lui. Chaque heure qui passait sans intervention renforçait son sentiment d'urgence. Il avait cette impression désagréable que Basile jouait avec le temps, avançant toujours juste en dehors de leur portée. Erika, de son côté, n'avait presque pas dormi. Les paroles de Karim avaient agi comme un révélateur brutal. Les messages qu'elle recevait prenaient désormais un autre sens, plus inquiétant, presque oppressant. Elle relut certains SMS, cherchant des indices qu'elle avait ignorés jusque-là. Une précision sur ses horaires, une remarque sur un lieu qu'elle fréquentait régulièrement. Ce n'était plus un simple admirateur maladroit. Une colère mêlée de peur la traversa. Elle se sentit trahie par sa propre naïveté. Bar tenta de maintenir une forme de normalité. Il la voyait nerveuse, plus silencieuse que d'habitude, et cela l'inquiétait. Lorsqu'il lui proposa d'en parler, Erika hésita. Elle ne voulait pas ajouter une couche d'angoisse à une situation déjà compliquée. L'Ospoon était en pleine mutation forcée, l'équipe sous pression, et Bar semblait porter tout cela à bout de bras. Elle se contenta d'évoquer un malaise passager, promettant de lui expliquer plus tard. Cette promesse flotta entre eux, fragile. Au Spoon, l'atmosphère était électrique. Charles avançait ses pions avec une assurance presque provocante. Il parlait de changements imminents, de décisions à venir, sans jamais consulter ceux qui l'affectaient directement. Mona encaissait encore, mais son regard avait changé. Il n'y avait plus seulement de la colère, mais une forme de détermination nouvelle. Elle comprenait désormais que se taire ne ferait qu'accélérer sa mise à l'écart. Audrey, témoin de cette pression constante, se sentait de plus en plus déchirée. Elle craignait pour son emploi, pour la stabilité de sa famille, mais elle refusait de laisser Mona affronter seule cette violence symbolique. Chaque remarque de Charles lui donnait envie d'intervenir, même si elle se retenait encore. Cette retenue, pourtant, devenait de plus en plus difficile à maintenir.
Chez Raphaël, l'ambiance était tendue. Maud supportait de plus en plus mal l'immobilité. Elle avait l'impression que son corps avançait plus lentement que son esprit. Les nuits étaient les plus difficiles. Les images de la chute revenaient sans prévenir, accompagnées d'une sensation d'étouffement. Elle n'en parlait pas ouvertement, mais ses silences devenaient plus lourds. Raphaël, inquiète, envisageait déjà de demander un soutien supplémentaire, consciente que la guérison ne serait pas uniquement physique. Chloé, attentive, continuait de passer régulièrement. Elle observait Maud avec une bienveillance discrète, essayant de lui redonner confiance sans l'envahir. Elle savait que la peur, lorsqu'elle s'installe, a besoin d'être reconnue pour perdre de son pouvoir. Mais elle respectait le rythme de Maud, même si cette attente la mettait parfois en difficulté. Pendant ce temps, Karim multipliait les contacts. Il voulait protéger Erika sans la placer sous surveillance visible, éviter d'alerter Basile tout en restant prêt à intervenir. Cet équilibre fragile l'épuisait. Il avait conscience que la situation pouvait basculer à tout moment. Le lycée restait un point sensible, une cible potentielle, et cette idée le hantait. Sylvain, ignorant toujours l'ampleur de ce qui se jouait, poursuivait sa routine. Il ne se doutait pas que son geste, si anodin à ses yeux, continuait de produire des ondes de choc. Christelle, préoccupée par d'autres soucis, ne percevait pas encore cette menace latente. La banalité de leur quotidien contrastait violemment avec l'urgence ressentie ailleurs. La nuit venue, Erika sentit pour la première fois une peur véritable. En rentrant chez elle, elle eut l'impression d'être observée. Rien de concret, aucun signe évident, mais une sensation persistante, presque viscérale. Elle se surprit à vérifier les serrures, à allumer toutes les lumières. Ce réflexe, nouveau, la troubla profondément. Elle comprit que quelque chose avait changé en elle, irréversiblement. Dans l'ombre, Basile avançait toujours. La pression policière, loin de le freiner, nourrissait son sentiment d'importance. Il se sentait au centre d'un jeu qu'il maîtrisait encore. Chaque précaution prise par les autres renforçait son impression de pouvoir. Il savait que le temps jouait contre lui, mais il comptait bien l'utiliser jusqu'à la dernière seconde. À 7, les fils se tendaient dangereusement. Chacun, à sa manière, approchait d'un point de non-retour. Les décisions prises jusque-là allaient bientôt produire leurs effets les plus violents. Et dans ce silence chargé, une certitude s'imposait. L'étau n'était plus seulement en train de se resserrer. Il commençait à mordre. La journée débuta sous une tension presque électrique. Karim le ressentit dès les premières heures, comme une pression constante au creux de la poitrine. Les informations accumulées ces derniers jours formaient désormais un ensemble cohérent, trop cohérent pour être ignoré. Le lien entre le gîte, Basile et Erika n'était plus une simple hypothèse de travail. C'était une ligne directe, fragile, mais suffisamment claire pour justifier une vigilance maximale. Au commissariat, Damien exposa de nouveaux éléments issus des relevés autour du chalet. Les traces, bien que partielles, confirmaient une activité récente. Quelqu'un était revenu sur les lieux, probablement pour vérifier que rien n'avait été oublié. Ce détail glaça Karim. Cela signifiait que Basile ne se contentait pas de fuir, il contrôlait encore le terrain. Il n'agissait pas dans la panique, mais dans une logique de maîtrise. Sarah soulignait le risque immédiat que cela représentait pour Erika. Même sans complicité active, le simple lien familial suffisait à l'exposer. Karim prit alors une décision claire, renforcer discrètement la surveillance autour d'elle. Pas de voiture banalisée trop visible, pas d'agent en uniforme. Juste assez pour intervenir si nécessaire, sans provoquer de réaction imprévisible. Erika, de son côté, sentait cette présence diffuse sans pouvoir la nommer. Elle remarqua certains détails inhabituels, une voiture stationnée plus longtemps que d'habitude, un regard qui se détournait trop vite. Elle n'était pas certaine de ce qu'elle percevait, mais son instinct lui criait de rester sur ses gardes. Cette sensation permanente d'être observée l'épuisait nerveusement. Elle se surprit à calculer ses déplacements, à éviter certains lieux, à modifier ses habitudes. Barr observait cette transformation avec inquiétude. Il voyait bien qu'Erika n'était plus la même, qu'une peur silencieuse s'était installée. Lorsqu'il tenta à nouveau d'aborder le sujet, elle finit par céder, évoquant l'appel de Karim, le lien avec le gîte, la possibilité d'un danger réel. Barr sentit le sol se dérober sous ses pieds. Cette menace, jusque-là abstraite, venait de pénétrer brutalement dans sa vie personnelle. Au Spoon, la situation atteignait un point critique. Charles annonça de nouvelles mesures, plus strictes, plus contraignantes. Les horaires allaient être revus, certaines responsabilités redistribuées. Mona comprit immédiatement ce que cela signifiait. On cherchait à la pousser vers la sortie, lentement mais sûrement. Cette fois, elle ne se contenta plus de ravaler sa colère. Elle répondit, posément mais fermement, refusant de se laisser humilier davantage.
Audrey, témoin de cet échange tendu, sentit quelque chose se briser en elle. La peur de perdre son emploi ne suffisait plus à justifier son silence. Elle prit la parole, soutenant Mona, rappelant son expérience, son importance pour le Spoon. Le regard de Charles se durcit, celui de Victor resta impassible. Barr, pris de court, tenta de calmer la situation, mais le malaise était désormais ouvert, visible de tous. Chez Raphaël, Maud vivait une journée particulièrement difficile. La douleur physique était supportable, mais l'angoisse prenait le dessus. Elle se sentait prisonnière de son propre corps, incapable de reprendre le contrôle. Les souvenirs de la chute revenaient avec une précision troublante, accompagnée d'une peur diffuse qui la faisait parfois trembler sans raison apparente. Raphaël, désemparé, comprit que sa fille avait besoin d'aide, au-delà de la simple rééducation. Chloé, présente à ses côtés, tenta de la rassurer. Elle parla doucement, évoquant la peur comme une réaction normale, temporaire. Mais au fond d'elle, elle savait que ce traumatisme laisserait des traces. Elle se promit de ne pas minimiser ce que Maud ressentait, de l'accompagner aussi longtemps que nécessaire. Pendant ce temps, Karim recevait une information qui confirmait ses craintes. Basile avait été aperçu non loin du lycée, sans que l'on puisse l'identifier formellement. Cette proximité immédiate déclencha une alerte interne. Karim sentit son cœur s'accélérer. Le danger n'était plus théorique. Il était là, à portée de main, et il menaçait directement des innocents. Il donna des consignes claires, demandant une coordination rapide avec les équipes disponibles. Chaque mouvement devait être calculé, chaque intervention mesurée. Il savait que la moindre erreur pouvait provoquer un drame. Cette responsabilité pesait lourdement sur ses épaules, mais il n'avait pas le luxe d'hésiter. Dans l'ombre, Basile sentait lui aussi que quelque chose changeait. La surveillance accrue, même discrète, n'échappait pas totalement à son instinct. Il comprit que le temps jouait désormais contre lui. Cette prise de conscience ne le fit pas reculer. Au contraire, elle renforça sa détermination. Il avait le sentiment que tout se décidait maintenant, que l'issue approchait. À 7, la tension atteignait son paroxysme. Les fils tendus depuis des jours vibraient dangereusement, prêts à rompre. Les regards se croisaient avec méfiance, les silences devenaient lourds de sens. Chacun avançait, conscient ou non, vers un point de bascule inévitable. La fin de journée s'annonçait lourde, presque oppressante, comme si l'air lui-même était devenu plus dense. Karim n'avait plus quitté son téléphone, guettant le moindre signal, la moindre confirmation. Les informations recueillies au fil des heures s'imbriquaient désormais avec une précision inquiétante. Basile n'était plus seulement une menace potentielle. Il était là, présent, trop proche pour être ignoré. Au commissariat, l'agitation restait contenue, mais chacun sentait que l'équilibre était fragile. Les consignes avaient été données, les équipes positionnées avec prudence. Karim refusait toute précipitation. Il savait qu'un mouvement trop visible pouvait provoquer une réaction incontrôlable. Pourtant, l'urgence dictait chaque décision. Le lycée demeurait le point le plus sensible, celui où tout pouvait basculer en quelques secondes. Erika, désormais pleinement consciente du danger, avait perdu toute illusion. Les messages reçus prenaient un sens glaçant. Ce n'était plus une simple intrusion dans son intimité, mais une présence qui semblait connaître ses habitudes, ses horaires, ses failles. Elle sentit la peur s'installer durablement, accompagnée d'une lucidité brutale. Elle comprit que son lien familial, qu'elle n'avait jamais remis en question, devenait soudain un poids, presque une menace. Barr tenta de rester solide. Il se voulait rassurant, présent, mais la situation le dépassait. Entre la pression exercée au Spoon, les tensions internes, et désormais cette menace directe contre la femme qu'il aimait, il se sentait pris au piège. Il avait l'impression que tout ce qu'il avait construit reposait sur un sol instable, prêt à s'effondrer au moindre choc. Au Spoon, l'ambiance était devenue glaciale. Les décisions imposées par Charles avaient laissé des traces. Mona, soutenue par Audrey, ne cachait plus sa défiance. Elle avait compris que son avenir dans cet endroit était menacé, mais au lieu de céder, elle choisit de se tenir droite. Cette dignité silencieuse contrastait avec l'arrogance froide de Charles et l'indifférence stratégique de Victor. Barr observait cette scène avec amertume, conscient que le Spoon, tel qu'il l'avait connu, était en train de changer irrémédiablement. Chez Raphaël, la soirée fut marquée par une inquiétude sourde. Maud, épuisée, avait passé la journée à lutter contre ses peurs. L'accident l'avait fragilisée bien au-delà de ce que la fracture laissait apparaître. Raphaël, impuissante, réalisait que la guérison de sa fille serait longue et surtout incertaine. Chloé, présente à ses côtés, ressentait elle aussi ce poids. Elle se demandait si le danger qui planait autour d'elle n'avait pas laissé une empreinte plus profonde qu'elle ne l'imaginait. Pendant ce temps, Karim recevait l'information qu'il redoutait.
Basile avait été formellement identifié à proximité immédiate du lycée. Cette confirmation déclencha une mobilisation immédiate. Karim sentit son cœur s'emballer, mais son esprit resta étonnamment clair. Il donna ses ordres avec précision, conscient que chaque seconde comptait. Il ne s'agissait plus seulement d'arrêter un homme en fuite, mais d'empêcher un drame. À quelques rues de là, Basile avançait, déterminé. Il savait que le cercle se refermait, mais il refusait de reculer. Son obsession avait effacé toute notion de peur. Il se sentait investi d'une mission qu'il estimait juste, nécessaire. Cette certitude le rendait dangereux, imprévisible. Chaque pas le rapprochait de son objectif, sans qu'il ne mesure réellement les conséquences. L'intervention, rapide et maîtrisée, mit fin à cette progression. Les sirènes brisèrent le silence, les voix résonnèrent, et en quelques instants, la menace fut neutralisée. Karim observa la scène avec un mélange de soulagement et d'épuisement. Le danger immédiat était écarté, mais il savait que les répercussions seraient durables. Rien ne s'efface complètement après une telle tension. Erika, mise en sécurité, sentit ses jambes trembler lorsque la pression retomba. La peur qu'elle avait contenue jusque-là s'exprima enfin, la laissant vidée, fragile. Barr la serra contre lui, conscient que cette épreuve marquerait un tournant dans leur relation. Ils avaient frôlé le pire, et cette proximité avec le danger changerait à jamais leur manière de se regarder. Au commissariat, le calme revint lentement. Karim échangea quelques mots avec ses collègues, sans triomphalisme. Il savait que cette victoire était relative. Un drame avait été évité, mais les blessures invisibles demeuraient. Il pensa à Maud, à Erika, à tous ceux qui avaient été frôlés par la violence sans l'avoir choisi. La nuit tomba sur Sète, plus silencieuse que jamais. La ville reprenait son souffle, sans vraiment comprendre ce qu'elle venait d'éviter. Chacun, dans son coin, tentait de retrouver une forme de normalité. Mais cette normalité serait différente, marquée par une prise de conscience brutale. Le danger peut surgir là où on l'attend le moins, porté par des liens que l'on croyait anodins. Rien ne serait plus tout à fait comme avant. Et dans ce calme retrouvé, une certitude subsistait. Cette alerte maximale avait laissé une trace indélébile dans la vie de chacun.